Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre où vous avez déjà été nombreux, je pense, à être fidèles à ce rendez-vous du jeudi matin et à m'accompagner dans les vicissitudes que j'ai connues toutes ces dernières années. Les années de maladie de mon mari, atteint d'un très grave cancer, qui ont abouti à son décès il y a un an, alors que je commençais à peine mon cours de l'année dernière en décembre. Depuis lors, je vous laisse imaginer ce qu'a été cette année de deuil qui a commencé pour moi, comme certains d'entre vous l'ont vu, de manière quasi biblique. Le lendemain des obsèques de mon mari, donc à la veille de Noël de l'année dernière, j'ai été frappée d'un grave problème aux yeux qui m'a fortement handicapée pendant près de 2 mois et qui comporte au demeurant un risque assez sérieux de récidive. Alors, je me suis retrouvée tel le Job de la Bible, littéralement KO debout, et j'ai passé toute cette année, on peut dire, à lutter pour le rester debout et pour ne pas sombrer dans une dépression toujours en embuscade. C'est donc en quelque sorte une survivante que vous voyez revenir devant vous aujourd'hui, mais une survivante qui est malgré tout tout étonnée de s'apercevoir qu'elle a encore plaisir à retrouver le monde des vivants que vous êtes. Alors, comme pour le cours de l'année dernière, qui portait le titre éminemment symbolique de Confucius ressuscité, vous percevrez sans doute que les préoccupations du cours de cette année se ressentent de l'expérience vécue au cours de ces années passées, expérience de l'inhumanité de la maladie, à laquelle est venue s'ajouter l'inhumanité du traitement médical et parfois même, je dois le dire, un certain manque d'humanité du corps médical lui-même. Il s'agira donc en effet pour nous de se poser la question: le confucianisme est-il un humanisme ? Titre dans lequel vous aurez sans doute reconnu une allusion à une conférence devenue célèbre donnée par Sartre en 1945, donc exactement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette conférence intitulée « L'existentialisme est un humanisme ». Donc vous remarquerez déjà que le titre de Sartre est affirmatif, le mien est interrogatif. Alors pour nous qui avons été occupés depuis 5 ans à revisiter puis à ressusciter Confucius et ce faisant à décortiquer le texte du Lun Yu, donc le premier titre que vous avez sur la diapositive, titre conventionnellement traduit en français par les entretiens. Donc cet ouvrage, le Lun Yu, qui est associé donc à Confucius, il s'agit maintenant d'ouvrir la perspective sur un questionnement plus large quant à la valeur, quant à la validité et quant au potentiel d'universalité du message produit et laissé par ce personnage de Confucius et ce texte
des entretiens. Je rappelle au passage, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi les années de cours précédentes, qu'ils peuvent les retrouver et les télécharger en accès libre et en 3 langues en ce qui concerne mon cours, donc en français, en anglais et en chinois, sur le site web du Collège de France. Donc là aussi, il s'agira, pour reprendre une expression que j'affectionne et que certains d'entre vous ont déjà entendue, il s'agira donc de tenir les deux bouts, c'est-à-dire d'un côté prendre en compte tout le processus de déconstruction que nous avons retracé ces dernières années, donc déconstruction du personnage et déconstruction du texte, des entretiens, et en même temps, à partir de là, il s'agira aussi de tenter d'ouvrir une réflexion plus constructive. Alors, je pense qu'il est utile de commencer par un rappel du chemin que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici. Donc, durant le cycle de cours que j'ai inauguré en 2009 et que j'ai intitulé Confucius revisité, textes anciens, nouveaux discours, donc ce cycle dont le point de départ a été le phénomène du retour de Confucius, que l'on observe actuellement en Chine continentale, c'est-à-dire en Chine populaire, et qui prend désormais une dimension globalisée. Nous nous sommes employés à retracer ce que j'ai appelé les 2 premières phases de mondialisation de Confucius, à savoir donc une première phase qui a été une phase européenne au temps des Lumières, donc en gros au XVIIe et XVIIIe siècle, et ensuite une deuxième phase, donc la phase américaine, à partir donc de la Seconde Guerre mondiale surtout, c'est-à-dire donc à partir de la seconde moitié du siècle dernier. Alors ce long travail généalogique qui a porté sur plusieurs années nous a permis non seulement d'ouvrir largement la perspective historique dans la longue durée, mais aussi de prendre conscience des lunettes avec lesquelles nous avons désormais l'habitude de lire les entretiens, le EU. Cette métaphore des lunettes, c'est aussi une métaphore que j'affectionne et dont j'ai pu mesurer l'importance effectivement quand j'ai eu ce problème aux yeux l'année dernière. Je me suis rendu compte à cette occasion combien les yeux sont importants pour le métier que j'exerce au Collège de France, c'est-à-dire donc un métier qui consiste essentiellement à lire et à écrire. Donc, nous avons ensuite poussé un peu plus loin en nous efforçant de reconsidérer le texte des entretiens sans les lunettes de la tradition canonique ou des interprétations philosophiques qui se sont accumulées et en quelque sorte sédimentées par-dessus le texte, effort déconstructionniste qui, on l'a vu, s'est lui aussi largement mondialisé et qui a eu pour effet de faire apparaître un tout autre texte
dont on finit même par mettre en question tout simplement le rapport avec Confucius. Alors, ce travail de déconstruction textuelle, mené principalement par des historiens et des philologues d'ère culturelle principalement anglophone, donc ce travail a contribué à jeter le doute sur 3 présupposés majeurs de la Vulgate la plus répandue et que, je l'avoue, j'ai contribué moi-même à répandre. Alors, vous avez tout d'abord, à la différence de ce qui a souvent été dit, l'idée que les entretiens seraient loin d'être la seule source réputée authentique sur l'enseignement de Confucius. Alors, je rappelle ici que Confucius, c'est le nom latinisé de Maître Kron, que vous avez donc en deuxième position sur la diapositive, latinisation donc opérée par les jésuites qui ont été donc les premiers, je vous le rappelle, à traduire enfin des pans considérables du corpus canonique confucéen en latin, donc dès le XVIIe siècle. Et c'est grâce donc à cette médiation jésuite que Maître Kron est, sous son nom latin de Confucius, est un nom qui fait partie désormais donc du bagage culturel de l'honnête homme européen, créant ainsi donc ce que j'ai appelé la première mondialisation de Confucius. Au demeurant, il n'est pas certain que les propos rapportés au discours direct dans les entretiens et introduits par la formule canonique « le maître dit » que vous avez en troisième position sur la diapositive, en chinois « ziyue ». Donc il n'est pas certain que ces propos lui soient nécessairement attribuables. Après tout, cette formule dit simplement « le maître dit », sans préciser en fait de quel maître il s'agit. Deuxième point, donc, qui est en conséquence du premier, contrairement à une idée colportée depuis 2 millénaires, les entretiens n'ont peut-être pas été conçus à l'origine justement comme un recueil de dialogues ou d'entretiens précisément entre Maître Kron et ses disciples. Et enfin, troisième point, il est devenu pratiquement impossible d'affirmer qu'un tel recueil est le résultat d'une transmission directe et continue par des lignées de disciples. Donc, en somme, ce qui se trouve ici démonté pièce par pièce n'est rien moins que l'unité, la cohérence et la continuité d'un texte pourtant considéré par toute la tradition chinoise comme un texte fondateur. On pourrait dire, sans exagérer, que donc les entretiens attribués à Confucius donc, ont joué exactement le même rôle que les évangiles dans l'Europe christianisée. Et nous avons dans ce travail de déconstruction un travail qui s'apparente précisément à celui des exégètes critiques des textes bibliques et notamment des évangiles. Or, c'est bien par référence au célèbre ressuscité dénommé Jésus-Christ que s'est imposé l'intitulé donc du cours de l'an dernier, à savoir donc Confucius ressuscité, avec un gros point d'interrogation, car
il faut bien se contenter d'émettre juste quelques hypothèses au stade où en est ce qu'on pourrait appeler le chantier Confucius, qui est aujourd'hui un véritable chantier à ciel ouvert dans lequel on pourrait dire que les sinologues du monde entier se jettent à corps perdu. Tout le monde y va donc de sa déconstruction. Alors, de Confucius revisité à Confucius ressuscité, nous passons ainsi d'un processus de réinvention à un processus de reconstruction qui sont tous les deux aussi actuels l'un que l'autre, mais qui procèdent en sens très exactement inverse. Le retour de Confucius est en effet un phénomène aussi contemporain et actuel que celui du retour sur Confucius, à ceci près que le retour de Confucius concerne principalement la Chine continentale, la Chine populaire, où il a pris tous les aspects d'un phénomène de société en étant défendu par les partisans d'une vision qu'on pourrait qualifier de continuiste, d'une tradition confucéenne prétendument continue depuis l'origine, et on peut constater dans bien des cas que ces partisans d'une vision continuiste sont également partisans d'une certaine forme de nationalisme culturel, alors que, de l'autre côté, le retour sur Confucius s'observe à l'échelle planétaire, puisqu'il concerne des spécialistes depuis l'Europe et l'Amérique du Nord jusqu'à l'Australie et l'Asie orientale. Et donc, cet autre phénomène de retour sur Confucius concerne principalement les milieux universitaires et plus spécifiquement sinologiques. Et c'est dans ce sens que on pourrait parler actuellement d'une troisième mondialisation de Confucius. Après donc les deux premières que j'ai rappelées tout à l'heure, donc ce moment des Lumières européens et ce moment américain donc de la deuxième moitié du siècle dernier. Alors au sein de cette nouvelle génération de sinologues désormais globalisés, l'école de critique textuelle, éminemment inspirée de l'exégèse biblique d'origine allemande et plus généralement protestante, est très présente, notamment aux États-Unis et dans les milieux anglophones. Ça, c'est un effet justement on pourrait dire, de l'exil d'une grande partie de la sinologie allemande vers les pays anglophones et notamment les États-Unis par manque justement ou suppression de postes en études chinoises en Allemagne. J'en profite pour signaler ce problème qui nous guette tous dans les pays européens et que je déplore évidemment au premier chef. Alors, ces nouveaux philologues critiques soulignent pour l'Antiquité chinoise pré-impériale et même bien au-delà une absence de stabilité des textes qui tiendrait à leur structure même, à leur mode de composition et aux conditions matérielles de leur consignation par écrit. Alors, une telle prise de conscience a été en outre confortée par la spectaculaire mise au jour de textes manuscrits datant pour la plupart
des 4e, 3e siècles avant l'ère chrétienne et qui ont été retrouvés dans des tombes grâce aux fouilles archéologiques pratiquées en Chine depuis quelques décennies. Alors vous avez ici, par exemple, un manuscrit, ou en tout cas un fragment de manuscrit, inscrit sur latte ou fiche de bambou, qui a été retrouvé sur le site de Cuotien et qui est daté en général du IVe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, pour ceux d'entre vous qui voyez cela pour la première fois, vous constatez que chaque latte comporte une colonne de caractères qui sont donc inscrits verticalement. Ce qui explique que même pour les textes imprimés, et cela a valu jusqu'à une date relativement récente, c'est-à-dire on pourrait dire au siècle dernier, ceci est resté la norme, donc de présenter donc les textes en vertical, avec donc une lecture qui se pratique de droite à gauche. Vous avez donc sur cet autre manuscrit, vous pouvez observer donc la présence encore des cordelettes qui passent donc à peu près en fait qui coupent, on pourrait dire, les lattes de bambou en trois parties à peu près égales. Et ces cordelettes relient donc les lattes ou fiches de bambou entre elles à la manière d'un store vénitien et peuvent donc ensuite permettre d'enrouler donc ces lattes, ce qui fait que donc les manuscrits se présentaient à l'origine sous forme de rouleaux. Vous avez donc le mot tuan donc en 5e position donc sur la diapositive. Donc les manuscrits en fait se comptaient et se transportaient donc par rouleau. Donc la relecture critique des sources anciennes, doublée par l'apparition donc de ces versions manuscrites exhumées des tombes, et très souvent divergentes des versions transmises, tout ceci nous oblige à changer radicalement notre manière de concevoir la façon dont un texte comme les entretiens a pu se constituer et s'imposer comme une référence privilégiée sur l'enseignement de Maître Krong, c'est-à-dire Confucius. Alors, ce qui ressort des travaux récents représentatifs de cette conception nouvelle, qui se qualifie elle-même de révisionniste, c'est l'idée générale d'une cristallisation du texte des entretiens autour de la figure de Maître Krong, non pas de son vivant, ni même du fait d'une transmission assurée par ses disciples, mais seulement à partir de l'instauration, voire de la consolidation de la dynastie impériale des Han. Donc je vous fais ce rappel historique, donc résumé sur cette diapositive. Vous avez donc, je vous ai signalé en rouge, les principales étapes de cette dynastie qui a duré 4 siècles, donc entre 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Donc cette dynastie
impériale des Han, qui a été véritablement la première, on pourrait dire, dynastie véritablement impériale, et qui s'est consolidée au IIe siècle avant l'ère chrétienne. Cette consolidation s'est faite 3 à 4 siècles après le vivant du Confucius historique, dont je vous ai rappelé également sur la diapositive les dates conventionnelles, entre 551 et 479, c'est-à-dire donc entre le VIe et le Ve siècle avant l'ère chrétienne. Alors, selon cette conception, il semblerait que les entretiens, le Lun ne prennent corps en tant que livre, ou du moins en tant que source de citation faisant autorité, qu'à partir du milieu des Han antérieurs ou occidentaux, c'est-à-dire donc à partir de la première partie de cette dynastie, qui a concerné en gros les 2 premiers siècles avant l'ère chrétienne. Donc, on pourrait estimer que les entretiens se sont constitués, disons, en tant que livres autour des années 150-130 avant l'ère chrétienne. Il faut entendre ici par livre une entité textuelle à peu près stabilisée, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment, comme un ensemble relativement stable de piènes que vous avez ici sur la diapositive, donc si je compte bien, en 6e position. Piènes qui correspond à ce que nous entendons à peu près comme des chapitres. Et ces piènes qui eux-mêmes fixent un certain nombre de zhang, le terme que vous avez juste en dessous, et qu'on pourrait traduire par unité textuelle. Alors, ce n'est sans doute pas un hasard si la toute première mention d'un compendium de propos attribué à Maître Krong sous le titre de Lun fait son apparition dans les annales historiques du règne de l'empereur Wu des Han. L'empereur Wu Di que vous avez donc en bas de la diapositive en rouge et qui a régné donc entre 141 et 87 avant Jésus-Christ. Alors, le règne de l'empereur Wu, qui a été un des règnes les plus marquants et les plus longs de la dynastie Han, a marqué cette période où commence à se mettre en place le nouvel ordre sociopolitique d'un empire centralisé et en pleine expansion territoriale. Je vous rappelle que c'est sous le règne de l'empereur Wu que l'espace chinois s'est étendu par la conquête jusqu'au nord, enfin vers le nord jusqu'en Corée et au sud jusqu'à l'actuel Vietnam. Alors, cependant, dire que le Lun n'est pas à considérer comme un livre avant les Han ne signifie pas que les éléments et le matériau qui ont servi à le composer ne soient pas antérieurs aux Han. Bien au contraire, tout porte à supposer que la légende de Maître Krong s'est constituée de manière aléatoire et désordonnée au sein de la littérature foisonnante des royaumes combattants, c'est-à-dire donc aux alentours des 4e, 3e siècles, et qu'elle s'est trouvée, cette légende, en quelque sorte canalisée et cristallisée pour servir les nouveaux besoins de la cause impériale, en particulier en matière d'éducation des princes héritiers du trône et plus largement des élites qui étaient elles-mêmes destinées à servir donc ce nouvel État impérial. Et ceci tout au long des 4 siècles
qu'a duré la dynastie Han. Alors, je le répète très souvent, mais je pense que c'est utile de le rappeler toujours. 4 siècles, c'est à peu près donc la durée qui nous sépare de la Renaissance. Donc, vous mesurez à quel point cette dynastie Han a eu le temps justement de mettre en place non seulement des institutions politiques, mais également en fait tout un état d'esprit et on pourrait dire une certaine forme d'identité culturelle chinoise. Alors, on peut imaginer une multiplicité de conglomérats de récits, d'anecdotes et de citations, mais aussi dans le sens anglo-saxon de folklore, de savoir populaire transmis de génération en génération et véhiculé par toutes sortes de moyens souvent non écrits, que ce soit des chansons, des danses, des dictons, des rébus, des comptines, des historiettes ou des vignettes en tout genre qui tournaient autour de la figure de Maître Krong, tout autant d'ailleurs que des autres maîtres de l'Antiquité et qui circulaient en tous sens sur une très vaste échelle géographique dès l'époque préimpériale jusqu'au début donc, de cette dynastie Han et dont les sources connues ne représentent sans doute qu'une petite partie. Donc là, en fait, ce profil derrière donc, le personnage de Confucius, donc derrière cette figure de Maître Krong, une profusion d'éléments de légendes donc, qui circulaient en tous sens donc, sur une très longue période et sur un très vaste espace. Donc, à supposer que ce Lun-Yu soit une compilation qui date au mieux des Han antérieurs et qui reflèterait les préoccupations politiques de ce nouvel ordre impérial centralisé, il faut se poser la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire de pousser la logique jusqu'au bout en émettant l'hypothèse radicale selon laquelle la figure elle-même de Maître Krong serait elle-même simplement une invention des Han. En d'autres termes, est-ce que son placement sur un piédestal n'aurait pas été appelé lui aussi par les besoins spécifiques à l'instauration de nouvelles structures sociopolitiques? Alors, une telle question est plus que jamais d'actualité dans la Chine d'aujourd'hui, au moment où Confucius se trouve une fois de plus ressuscité et pour une large part instrumentalisé par le discours officiel, ainsi que nous l'avons vu en commençant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les opérations de détricotage du texte du Lun-Yu entreprises par la nouvelle génération de sinologues mondialisés dont je viens de parler s'opposent de front non seulement au mode de lecture et d'interprétation véhiculé par une tradition plus que millénaire, mais elles s'opposent de front aussi aux revisites contemporaines appelées en Chine essentiellement en Chine populaire, par un retour à ce qu'on appelle donc les études nationales, que vous avez donc en 8e position sur la diapositive, en chinois, donc Guoxue, qui signifie littéralement Guo, c'est le pays, et Xue, c'est l'étude. Donc c'est vraiment donc des études attachées donc à une certaine identité nationale. Et ces études nationales sont elles-mêmes animées
par la revendication d'authenticité et de continuité de la tradition confucéenne depuis ses origines supposées. Alors, même si une telle approche est de toute évidence susceptible de souffrir d'un certain biais idéologique, il reste que l'approche critique inverse laisse irrésolue la question fondamentale de savoir pourquoi c'est Maître Krong, parmi tant d'autres, qui s'est trouvé promu au statut de référence iconique et unique de l'Empire Han. On peut en effet démonter le texte du Lun Yu dans tous les sens, voire aller jusqu'à supposer que Maître Krong lui-même est une figure inventée de toutes pièces. On n'aura toujours pas répondu à l'irréductible question: comment expliquer que de tous les maîtres de l'Antiquité, ceux qu'on appelle donc en chinois les zhuzi, que vous avez en 4e position sur la diapositive, donc cette multiplicité de maîtres à penser de l'Antiquité préimpériale, pourquoi est-ce que de tous ces maîtres, ce soit Maître Krong, Krongzi, plutôt qu'un autre qui est émergé du lot? Pourquoi et comment sa légende s'est-elle composée puis imposée, et quel est le rôle joué par le texte du Lun Yu dans cette construction? Est-ce qu'il faut admettre l'idée traditionnelle que ce texte est l'origine de la légende, ou bien émettre l'hypothèse contraire que, en fait, le texte du Lun Yu serait bien plutôt donc le résultat de cette construction légendaire? Alors, je rappelais l'année dernière que le tout premier récit, qui retrace dans un ordre qui se veut plus ou moins chronologique les événements marquants de la vie, à moins qu'il ne s'agisse plutôt d'une vie fictive de Maître Krong, c'est donc le chapitre 47 du Shiji. Shiji que vous avez donc en bas de la diapositive et que notre grand sinologue français, donc notre grand ancêtre, Édouard Chavannes, a traduit sous le titre « Les mémoires historiques » de Sima Qian, dont vous avez également le nom en bas de la diapositive. Sima Qian, souvent considéré comme le premier historien chinois qui a vécu aux environs de 140 à 86 avant Jésus-Christ, et qui a donc connu le règne de l'empereur Wu que je mentionnais encore tout à l'heure, donc qui a vécu entre le IIe et le 1er siècle avant la chrétienne. Alors, si la rédaction de ce chapitre 47, qui s'intitule Krongzi Shijia, que vous avez tout en bas de la diapositive, et qu'on peut traduire en français par la maison héréditaire de Maître Krong. Donc si la rédaction de ce chapitre peut être située vers le milieu des Han antérieurs, c'est-à-dire aux alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ, cela signifie que cette soi-disant biographie a été rédigée près de 4 siècles après la mort de celui qui en fait l'objet, qui est, je vous le rappelle, daté traditionnellement de 479 avant Jésus-Christ. Or, malgré son éloignement dans le temps, qui serait de nature à jeter le doute sur sa véracité, ce récit est pourtant celui qui a servi de base et de source d'inspiration à quasiment tous ceux qui ont suivi.
et encore maintenant. La Vulgate qui circule encore allègrement aujourd'hui vous reproduit donc les données donc, de ce chapitre 47. Donc, dans le cours de l'année dernière, nous nous sommes demandé si l'image de Maître Krong qui nous a été transmise n'aurait pas été forgée à l'époque Han pour répondre aux besoins d'un ordre impérial naissant et parallèlement dans quelle mesure le Lun en tant que produit textuel aurait contribué à la construction de cette image ou bien s'il n'en serait donc qu'une manifestation a posteriori. On trouve en effet dans ce chapitre 47 des fragments de récits et de dialogues qui figurent également sous une forme plus brève, plus fragmentaire et non contextualisée dans les entretiens, qui eux-mêmes sont traditionnellement considérés comme le résultat d'une transmission directe de l'enseignement de Confucius, en quelque sorte une sorte de procès-verbal de son enseignement, qui aurait été noté au discours direct. Alors, cette conception, comme je viens d'y insister, donc, est maintenant assez sérieusement ébranlée. Alors, de fait, la biographie, ou plutôt l'hagiographie de Maître Krong dans les mémoires historiques au chapitre 47 se présente plutôt comme une succession de, on pourrait dire, de vignettes ou, pour employer un terme un peu plus savant, une succession de péricopes, qui est un terme utilisé plus spécifiquement dans précisément l'exégèse des textes sacrés. Alors, les vignettes ou péricopes en question sont des épisodes bien connus où l'on voit Maître Krong avec ses disciples et ses contemporains en situation et souvent en dialogue, tout cela donc rapporté au discours direct, comme on le voit dans le texte du Lun, où la plupart des propos sont précédés justement de cette formule canonique, Ziyue, c'est-à-dire le maître dit. On trouve ainsi le fameux épisode de l'errance, les pérégrinations, voire les tribulations de Maître Krong à travers les principautés de l'espace chinois de l'époque, après son départ de son pays natal de Lou, ou encore des épisodes variés de ses rencontres avec différents personnages, plus ou moins ermites ou excentriques, ou bien d'autres encore qui sont autant d'anecdotes qui sont largement connues et qui rappellent les épisodes émaillant les récits de la vie du Christ dans les évangiles. En général, tout le monde, même sans avoir une culture religieuse très poussée, nous avons tous une vague idée de ce qu'est le sermon sur la montagne, le baiser aux lépreux, etc., les noces de Cana, enfin bon. Donc, on pourrait dire que dans les deux cas, dans celui de Maître Krong et celui de Jésus, le récit de leur vie est ponctué d'anecdotes qui se trouvent popularisées par des récits littéraires en tout genre, reprises à l'état d'allusion dans des dictons. Comme vous le savez, enfin, les Chinois privilégient beaucoup ces dictons ou fameux proverbes chinois à 4 caractères, donc les chengyu. Donc vous avez beaucoup de chengyu qui sont des allusions justement à ces péricopes ou anecdotes de la vie de Confucius, mais que l'on trouve également illustrées dans l'iconographie. Vous avez par exemple celle-ci
que l'on a retrouvé donc dans une tombe qui illustre pratiquement en bande dessinée donc certains épisodes de la vie de Confucius. Et vous avez une représentation beaucoup plus contemporaine qui se trouve dans un musée provincial dans la région natale de Confucius, où vous voyez donc un épisode de la vie de Confucius illustré façon musée Grévin, donc avec des figures en espèce de papier mâché, donc avec Confucius donc au centre qui joue du luth alors que il est entouré de gens qui veulent l'attaquer, lui faire du mal, etc. Et vous avez autour de lui ses disciples qui, eux, sont très, très inquiets. Vous avez, par exemple, aussi une autre illustration assez tardive d'un épisode similaire de la vie de Confucius, où là aussi, il se trouve en péril parce qu'il est soudain entouré de gens malveillants qui veulent lui faire abattre un arbre sur le coin du crâne. Et donc vous avez ces représentations donc très naïves et très populaires qui rappellent bien sûr donc ce qui nous est évidemment un petit peu plus familier, donc ces épisodes de la vie du Christ que nous voyons par exemple sous forme de fresques dans les églises. Donc ce sont des épisodes illustrés donc de manière iconographique qui sont censés donc parler même à des gens totalement illettrés, donc qui n'ont pas besoin d'avoir un recours au texte justement pour avoir le souvenir donc de ces péricopes. Alors, à travers nombre de récits fantastiques qui concernent Maître Krong dans les mémoires historiques, que ce soit le récit de sa naissance, nous avons vu l'année dernière que c'est un récit totalement fantastique et qui pourrait d'une certaine manière rappeler aussi le récit de la naissance du Christ dans les évangiles, ou la préfiguration prophétique de sa mort que l'on trouve dans d'autres sources du début des Han. Donc nous voyons apparaître en filigrane à travers toutes ces sources un Confucius quasi divinisé, mais en l'occurrence dans un contexte éminemment politique, puisque nous sommes donc dans un processus de construction impériale. Mais, et c'est là tout le paradoxe du Confucius des mémoires historiques, du Shiji, parallèlement à tout ce processus de glorification officielle que nous voyons se reproduire dans la Chine populaire d'aujourd'hui, le chapitre 47 nous montre aussi le Confucius de la légende populaire, c'est-à-dire celle qui l'a justement propulsé au-dessus de la mêlée de tous les maîtres de l'Antiquité. On y trouve en effet des fragments de récits et de dialogues qui figurent également dans le Lun, ce qui a longtemps conduit à supposer que le Shiji, c'est-à-dire les mémoires historiques, reprenait des morceaux de bravoure du Lun, c'est-à-dire des entretiens, en les replaçant en contexte et dans le fil d'un récit continu, cohérent et chronologiquement ordonné. Mais aujourd'hui, justement, avec la nouvelle conception que nous avons donc des textes, nombre de chercheurs se demandent si c'est bien les mémoires historiques qui citent les entretiens, qu'on suppose donc antérieurs, ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt l'inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas supposer que les entretiens auraient été
compilés comme un florilège de propos choisis, de morceaux choisis, puisés dans la vaste littérature associée aux maîtres de l'Antiquité et ensuite spécifiquement attribués à Maître Cron ou placés dans sa bouche, au moment où son personnage commençait à être statuifié ou sacralisé, voire divinisé au début des Khan, qui avaient bien compris qu'un nouvel ordre centralisé devait se doter non seulement de nouveaux modes de gestion et d'organisation sociopolitique, mais aussi d'un nouvel ordre que nous qualifierions aujourd'hui d'idéologique. Donc, en conclusion, pour aujourd'hui, à travers la multitude et la diversité des récits qui concernent la vie de Maître Cron, nous avons vu se profiler une multiplicité en réalité de Confucius ou les Han, qui sont tous, en tout cas, très loin de l'image du vieux sage vénérable et pontifiant, véhiculé par la tradition canonique, mais aussi très loin du Confucius. Alors oui, alors là vous avez donc un portrait un petit peu ultérieur de Confucius, mais vous avez également ce Confucius-là, celui donc des jésuites, donc ce vieux sage vénérable et pontifiant, donc que l'on montre sur comment dire, le frontispice du Confucius Sinarum Philosophus, donc daté de 1687, le Confucius philosophe des Chinois, qui a été donc la grande publication de ce compendium de textes canoniques confucéens, donc traduit en latin par les jésuites. Donc ce philosophe des Chinois s'y conforme au rationalisme européen de la Renaissance, puis des Lumières européennes. Et nous avons en fait ce Confucius des Han qui est encore plus loin du Confucius statufié donc en icône emblématique de l'identité chinoise dans son entier par le nationalisme culturel ambiant dans la Chine d'aujourd'hui. Vous avez ici donc une statue de Confucius qui a été donc paradoxalement érigée donc à l'entrée du campus de l'université du peuple, dont il faut rappeler quand même qu'elle a été créée d'abord comme une université de formation des cadres du Parti communiste chinois. Donc là, c'est quand même pas le moindre des paradoxes d'avoir cette statue de Confucius à l'entrée même du campus. Et d'ailleurs, maintenant, cette université du peuple, l'Amintache, est devenue une base, on pourrait dire, pour une sorte de think tank, pour, disons, le pouvoir actuel. Alors, notre objectif aura été de décaper donc les multiples strates de sédimentation qui ont formé l'image du maître et de faire ressortir les origines, au fond bien plus populaires et fantastiques, légendaires, que l'on pourrait le croire de ce personnage. Alors, si le texte du Luoyu n'est décidément pas à prendre comme un évangile, peut-on vraiment dire que Confucius est ressuscité? Alors, qu'en est-il des notions majeures qui sont restées traditionnellement associées à son enseignement et à son héritage? Et est-ce qu'elles peuvent
Est-ce que ces notions peuvent prétendre à une valeur universelle et fonder une forme d'humanisme? Parce qu'en effet, mondialisation, Confucius est passé par au moins trois mondialisations, mais mondialisation ne veut pas dire universalisation. Ça, c'est donc la grande question qui va nous occuper cette année. Merci de votre attention et j'espère à jeudi prochain.